Madame la ministre, depuis mars 2021, l'expérimentation du cannabis médical a permis à environ 3000 patients souffrant de douleurs neuropathiques réfractaires, d'épilepsie sévère, d'effets secondaires de la chimiothérapie, de sclérose en plaques ou se trouvant en soins palliatifs d'accéder à ces traitements. Les soignants et les rapports intermédiaires de l'ANSEM soulignent une amélioration tangible de leur qualité de vie avec une tolérance jugée acceptable. Pourtant, aujourd'hui, ces patients sont dans l'incertitude. Certes, l'expérimentation a été prolongée à plusieurs reprises et en février 2025, vous avez annoncé que les essais cliniques seraient prolongés d'1 an jusqu'en juin 2026. Mais jusqu'à cette date, seuls les participants actuels se voient prolonger de façon dérogatoire, alors que des milliers d'autres attendent le premier accès. Le 20 mars dernier, vous avez notifié à la Commission européenne 3 projets de texte sur la mise sur le marché, sur la culture nationale, sur les standards de qualité. Et c'était une avancée positive, sauf que nous sommes toujours dans l'attente d'un calendrier et d'un cadre législatif clair. Quant à l'avis de la HAS, c'est un avis clé pour le remboursement, mais il n'est attendu, je cite, que dans les prochains mois. Madame la ministre, dans la perspective de la fin prochaine de l'expérimentation, quelles garanties concrètes apportez-vous pour éviter toute rupture de soins? Quel calendrier pour publier les décrets, pour publier les arrêtés fixant les modalités de prescription, de délivrance et de prise en charge de l'assurance maladie? Et quelles mesures comptez-vous prendre afin de structurer une filière nationale de production en assurant la sécurité de l'approvisionnement, la traçabilité et la souveraineté sanitaire? Je vous remercie de votre réponse qui pourrait clarifier toutes ces ambiguïtés et qui est très attendue de la part de nos concitoyens qui souffrent de pathologies lourdes. Madame la questeure, vous avez raison de rappeler à quel point les situations de douleurs sévères, notamment en soins palliatifs ou en lien avec certaines pathologies chroniques comme la sclérose en plaques, peuvent être insupportables, intolérables. Et c'est bien dans cet esprit qu'au sein du ministère de la Santé, et je vous prie d'excuser le ministre Yannick Neuder qui m'a chargé de vous apporter cette réponse, la décision a été d'ouvrir la voie d'accès à ces traitements dans le droit commun, d'où cette expérimentation. Le 19 mars dernier, donc, le ministre Yannick Neuder a notifié à la Commission européenne les textes qui permettront à terme l'autorisation de ces médicaments par l'ANSM, ainsi que la culture contrôlée de cannabis à visée médicale en France. Par la suite, concernant la structuration d'une filière nationale de production, nous pourrons prochainement faire paraître arrêtés et décrets pour rendre effective cette possibilité. Cet aspect sera toutefois géré par le ministère de l'économie. Yannick Neuder a également saisi la HAS pour qu'elle se prononce sur le bien fondé de la prise en charge par l'assurance maladie de ces médicaments. Ce sont donc des étapes, vous le voyez, structurantes et importantes qui sont aussi nécessaires pour garantir à la fois des traitements sûrs, encadrés et surtout accessibles à ceux qui en ont besoin. Dans l'intervalle, pour les patients inclus dans l'expérimentation, ils bénéficient d'une continuité de traitement et ce jusqu'au 31 mars 2026. Le ministre travaille activement à la mise en œuvre opérationnelle du cadre de droit commun et aussi pour que les textes soient finalisés. Le Conseil d'État a été saisi par ses services du projet de décret associé. Donc vous voyez, Madame la questeure, les choses avancent pas à pas et de façon très structurée pour s'assurer d'une mise en conformité tout à fait solide. Et nous travaillons également à la sensibilisation des professionnels afin que les prescriptions puissent, dès que le cadre le permettra, s'élargir à d'autres patients. Madame la ministre, mes chers collègues, les FREDON, Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles, sont reconnus organismes à vocation sanitaire pour le domaine végétal, comme les GDS, groupements de défense sanitaire dans le domaine de l'animal. Une reconnaissance qui légitime les délégations de services publics confiées par l'État. Pour mémoire, FREDON France, à la tête du réseau des FREDON, a été créé à l'occasion des invasions biologiques du doryphore et du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Ce réseau, reconnu par l'État pour son indépendance, son impartialité et sa compétence, est ancré depuis plus de 100 ans dans l'histoire de la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux. Pour être concret, FREDON PACA est chargé par la DRAF PACA d'organiser, d'encadrer et de suivre la lutte contre la fluorescence dorée grâce à son réseau de proximité. Aujourd'hui, l'État souhaite transférer
la gouvernance et le financement de cette surveillance aux professionnels et aux acteurs des filières concernées. Dans un contexte où l'intensification des échanges internationaux et le dérèglement climatique entraînant une augmentation exponentielle du risque d'introduction d'espèces non natives, comme l'atteste le nombre croissant de bioagresseurs réglementés, il serait risqué pour les finances publiques 2026 de se désinvestir du financement de la surveillance et de la lutte officielle, au risque de devoir dépenser bien davantage en cas de crise sanitaire. Ces organismes de nature très diverse peuvent mettre en péril la sécurité alimentaire, la biodiversité et dans certains cas la santé humaine. De même, notre pays fait face à des maladies touchant durablement nos éleveurs, épisodies, FCO et MHE. La disparition et l'affaiblissement des fredons et des GDS mettraient gravement en péril la réactivité de la cohérence de notre gouvernance sanitaire. Aussi, Madame la Ministre, allez-vous renoncer définitivement à intégrer les fredons et les GDS dans les chambres d'agriculture ou tout autre organisme? Allez-vous sanctuariser pour 2026 les crédits alloués à la surveillance du territoire et à maintenir le soutien au réseau des fredons et GDS, dont l'action de terrain est un pilier irremplaçable? Monsieur le sénateur, tout d'abord, je veux excuser Madame la ministre de l'Agriculture qui se tient actuellement au Conseil Agripêche à Luxembourg et qui m'a chargé de vous transmettre sa réponse. Comme vous le soulignez, la surveillance et la lutte vis-à-vis des organismes réglementés nuisibles aux végétaux est indispensable pour préserver notre souveraineté alimentaire, notre environnement et notre capacité à l'export. Les services du ministère de l'Agriculture en région réalisent des contrôles officiels pour vérifier la bonne application de la réglementation européenne par les opérateurs, ainsi que des inspections dans l'environnement pour vérifier l'absence d'organismes de quarantaine sur le territoire. Ce dispositif vise à détecter précocement les foyers pour faciliter évidemment leur éradication. Une partie de cette mission peut être déléguée à un délégataire de service public, structure reconnue, organisme à vocation sanitaire. Il s'agit, vous l'avez évoqué, de syndicats professionnels agricoles régionaux dénommés les Fredons, qui sont implantés dans toutes les régions. Malgré une collaboration historique avec les services de l'État, différents événements ont pu générer des inquiétudes au sein du réseau des Fredons sur une éventuelle remise en cause des missions qui leur sont déléguées. Aussi, Madame la ministre de l'Agriculture souhaite vous rassurer, les conventions viennent d'être renouvelées pour 5 ans et il n'a pas été envisagé de déléguer des missions à d'autres structures qu'aux Fredons. En outre, le montant des crédits pour financer les actions déléguées pour 2025 est similaire à celui des années antérieures, environ 20 millions d'euros, ce qui est stable depuis. Madame la ministre, le secteur de l'insertion par l'activité économique est fortement impacté par les mesures de revalorisation salariale des professionnels de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privées à but non lucratif, les BAS. Conformément à l'accord du 4 juin 2024 signé par les partenaires sociaux de la branche, cette mesure s'applique à l'ensemble des salariés permanents et en contrat d'insertion. Toutefois, sans le soutien des pouvoirs publics, les difficultés rencontrées par les structures de l'IAE ne peuvent que s'aggraver. En dépit des multiples sollicitations des fédérations professionnelles et des syndicats d'employeurs, relayées lors de l'examen du budget 2025, les compensations financières attendues n'ont pas été obtenues. L'intégration des contrats à durée déterminée d'insertion, les CDDI, accentue les tensions financières. D'après la Fédération des acteurs de la solidarité, la mise en œuvre du Ségur engendre un surcoût de 19 millions d'euros. Des ateliers et chantiers d'insertion de mon département m'ont fait part de leurs grandes difficultés face à un cumul de réductions budgétaires. Diminution du plan d'investissement dans les compétences, disparition du fonds départemental d'insertion du fait de la difficulté des départements. Ce contexte budgétaire pèse lourdement sur leur capacité à remplir leur mission d'accompagnement social et professionnel auprès des publics les plus éloignés de l'emploi. Les déficits conduisent à l'ouverture de procédures de redressement judiciaire, voire à des liquidations et des cessations d'activité. L'absence de compensation financière fragilise les dispositifs d'accompagnement
destiné aux personnes en situation précaire et les emplois qui en dépendent. La revalorisation de la rémunération des salariés en CDDI est nécessaire et légitime pour renforcer l'attractivité des parcours d'insertion. Toutefois, cette démarche doit tenir compte de l'équilibre économique des structures de l'IAE, condition essentielle à leur pérennité. Les fédérations des acteurs de la solidarité appellent à une conférence sociale sur les bas salaires qui permettrait d'intégrer cette problématique dans une réflexion plus large sur le marché de l'emploi. Ainsi, Madame la Ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour garantir la compensation effective de la revalorisation salariale dans l'IAE et sécuriser financièrement le secteur? Madame la sénatrice, permettez-moi d'excuser la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, qui m'a chargée de vous apporter sa réponse. La question de l'application des revalorisations Ségur aux structures d'insertion est effectivement un motif de préoccupation pour certaines d'entre elles. Le ministère du Travail, de la Santé et de la Solidarité des familles a des échanges réguliers sur ce sujet avec les représentants des structures d'insertion, y compris la Fédération des acteurs de la solidarité. Cela l'a conduit à un effort de clarification des conditions d'application de cet accord aux structures d'insertion et aux entreprises adaptées. Ainsi, une foire aux questions sur le site du ministère a été mise à jour début juin concernant ces structures. Elle a permis de préciser qu'elles ne sont pas toutes mécaniquement éligibles à l'accord du fait de leur activité d'insertion. Elles ne le sont que dans la mesure où leur activité principale est comprise dans le champ d'application de l'accord du 4 juin 2024. Ainsi, seules celles dont l'activité principale est répertoriée dans l'annexe 3 de ce même avenant, en se référant à la troisième colonne du tableau, sont concernées par l'accord du 4 juin 2024. La simple mention du code NAF ou APE ne suffit pas pour déterminer l'éligibilité. Il est nécessaire de se référer à la sous-classe de l'activité principale spécifiée. Ce sont donc moins de 4% des SIAE qui seraient concernés par l'application de l'accord. Par ailleurs, l'accord de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large est applicable dans son champ d'application une fois étendu par arrêté du ministre en charge du travail lorsqu'il porte sur une autre matière que celle mentionnée aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail. L'accord d'entreprise ayant le même objet prévaut sur celui-ci. Monsieur le ministre, je souhaite vous solliciter aujourd'hui concernant l'appel d'offres de l'Agence des participations de l'État publié le 25 avril dernier pour une mission de conseil de 36 mois sur le financement du programme du nouveau nucléaire français. Ce recours à des consultants issus d'un cabinet externe est incompréhensible pour deux raisons en particulier. D'une part, ce recours à un cabinet de conseil a lieu après le scandale McKinsey, encore dans les mémoires, et les promesses faites à l'époque par le gouvernement concernant l'encadrement des engagements en matière de prestations intellectuelles par des conseils extérieurs. Elle pose également un problème de souveraineté avec l'appui d'un cabinet externe pour un domaine aussi sensible et stratégique que la politique énergétique de la nation. L'appel d'offres lancé par l'APE fait pourtant suite à la réunion du Conseil de politique nucléaire du 17 mars dernier, et durant laquelle le gouvernement s'est félicité de l'avancement de la première phase du programme France 2030 et de pilotage par l'État à travers le suivi opéré par la délégation interministérielle au nouveau nucléaire, en lien bien évidemment avec le ministère chargé de l'énergie. Cette décision est d'autant plus incompréhensible qu'un groupe de travail interministériel sur les scénarios de financement partagés entre l'État et EDF du nouveau nucléaire semble avoir été mis en place dès 2020 et représente un vivier non négligeable d'experts afin de mener à bien de nouveaux travaux sur le schéma de financement et de régulation. Ces dernières années, des voix au Parlement n'ont cessé d'alerter sur les dangers d'un recours excessif aux cabinets de conseil dans la mesure où ils exercent une influence sur les décisions publiques et qu'ils soulèvent des enjeux en termes de transparence et de déontologie. Monsieur le ministre, alors même que le gouvernement entendait promouvoir l'internalisation de la fonction de conseil et que, de surcroît, des activités d'expertise sur le nouveau nucléaire existent d'ores et déjà au sein de nos administrations centrales, sur quel fondement ce recours au cabinet de conseil s'appuie-t-il? Monsieur le sénateur Fagnin, d'abord, dire ou rappeler que l'Agence des participations de l'État, l'APE, travaille régulièrement avec des conseils financiers. Le recours à des conseils financiers est en effet nécessaire pour mener à bien certaines opérations dont la technicité et les enjeux sous-jacents justifient le recours à une expertise externe en complément, j'insiste, et non pas en substitution évidemment, de celle de l'administration. S'agissant d'EDF, l'APE avait ainsi passé un marché en 2022 avec un conseil financier pour une durée de 3 ans, ce qui avait notamment permis à l'APE d'être accompagnée dans le cadre de sa souscription de 2,7 milliards d'euros à l'augmentation de capital d'EDF en mai 2022, ainsi qu'au rachat des titres détenus par les actionnaires minoritaires d'EDF au cours d'une opération lancée fin 2022.
Cet accompagnement a également été utile afin de contribuer aux différentes décisions concernant EDF et sa trajectoire financière, en particulier, vous y avez fait référence, s'agissant des réflexions sur le soutien de l'État au programme du nouveau nucléaire. Ce mandat arrive à échéance en 2025 et il s'agit désormais de le renouveler, ce qui explique la procédure d'appel d'offres lancée par l'APE. Il s'agit donc de poursuivre un accompagnement sur les sujets financiers les plus techniques, en complément des compétences dont l'APE dispose en interne. En particulier, ce recrutement est motivé par le fait que l'APE souhaite disposer d'un conseil financier externe pour l'accompagner sur une des entreprises les plus stratégiques de son portefeuille et la plus importante en taille. La participation de l'État dans EDF représente à elle seule plus de 60 milliards d'euros, soit une valeur équivalente à celle de l'ensemble des participations cotées du portefeuille de l'APE. De plus, alors que l'État s'apprête à consentir un soutien financier très important à EDF au titre du programme du nouveau nucléaire français, l'État souhaite disposer d'un conseil financier qui puisse l'aider sur la mise en œuvre des détails de ce soutien financier, qui devra en particulier faire l'objet d'une approbation par la Commission européenne. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse et des explications sur le processus qui amène à cette démarche lancée par l'Agence des participations de l'État, mais je réitère mon interrogation quant à la nécessité d'avoir recours à des conseils extérieurs alors que nous disposons d'ores et déjà de l'expertise adéquate au sein de nos administrations centrales, surtout sur un sujet aussi sensible que la souveraineté énergétique du pays. Madame la ministre, je souhaiterais avoir votre arbitrage concernant la pérennité d'une expérimentation de collecte de déchets à la demande en Haute-Vienne. Le SICTOM Sud-Haute-Vienne, syndicat de collecte d'ordures ménagères, a mis en place la redevance incitative et a de fait constaté une baisse importante du nombre d'apports annuels d'ordures ménagères résiduelles, alors même que ces passages ont déjà été réduits à une fois toutes les 2 semaines. Grâce aux diverses solutions de recyclage, de compostage et grâce à la réduction de l'usage de produits jetables, certains foyers n'ont plus besoin que de 7 à 8 levées par an. Il arrive ainsi que le camion de ramassage circule à vide ou partiellement à vide pour certaines collectes, sans que son tracé ou sa fréquence de passage ne puisse être modifié. Ce syndicat a donc mis en place une expérimentation pour tenter de rationaliser ces collectes. Les foyers disposent alors d'une application numérique permettant de demander le relevé de leurs déchets ou d'un boîtier numérique installé au domicile qui enregistre et transmet la demande de relevé au syndicat. L'intérêt écologique, organisationnel et bien sûr budgétaire de ce type de collecte est évident. Or, actuellement, l'article R 2224-24 du Code général des collectivités territoriales impose aux communes situées en zone non agglomérée que les ordures ménagères résiduelles soient collectées au moins une fois toutes les 2 semaines, en porte-à-porte, sans que des exceptions ne puissent être apportées. Ma question est donc simple. Une révision de cette disposition peut-elle être envisagée? Cette souplesse permettrait à de telles expérimentations d'être pérennisées et généralisées, surtout quand elles sont plus adaptées à la réalité de certains territoires. Monsieur le sénateur Redon-Sarrazy, la collecte des ordures fait partie des services publics indispensables. S'il est effectivement prévu à l'article R 2024-24 du Code général des collectivités territoriales que les ordures ménagères résiduelles soient collectées au moins une fois toutes les 2 semaines en porte-à-porte, il est tout à fait possible, vous le savez, d'y déroger. Cet article précise que les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte de déchets ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée ou d'un tri à la source. Une collectivité qui a donc mis en place un tri à la source des biodéchets peut, dès à présent, adapter la fréquence de collecte des ordures ménagères résiduelles et donc prévoir une collecte moins d'une fois toutes les 2 semaines. Ainsi, pour pérenniser l'expérimentation que vous évoquez du SICTOM Sud-Haute-Vienne, il suffit de s'assurer que le tri des biodéchets à la source a bien été mis en place. Cela peut prendre la forme d'une collecte en porte-à-porte, d'une collecte en point d'apport volontaire ou de la mise en place de solutions de compostage partagé ou à domicile. Enfin, l'article R 2224-29 du même code autorise le préfet à prendre des dérogations temporaires ou saisonnières aux fréquences et modalités de collecte après l'avis des collectivités. Madame la ministre, la gestion des déchets est un sujet sensible dans les territoires, vous le savez. Pour les administrés, en raison de l'impact du coût de la redevance sur leur budget, pour les syndicats et les collectivités qui font face à des charges de fonctionnement qui sont en augmentation constante. Toute mesure qui pourra contribuer à les réduire renforcera d'une part la performance du système de collecte et d'autre part l'acceptabilité de cette charge supportée par les ménages. Monsieur le ministre, les chambres d'agriculture organisent régulièrement des collectes de pneus agricoles usagés au sein des territoires ruraux. Ces collectes sont particulièrement nécessaires au regard de la pollution engendrée par les pneus abandonnés.
au regard des risques d'incendie, mais aussi au regard de la pollution visuelle et résiduelle. Dans mon département de la Loire, c'est plus de 7000 tonnes de pneus qui ont été collectées depuis 2019. Toutefois, les collectes devant se tenir au cours de cette année ont été annulées et reportées à une date ultérieure non fixée. En cause, la volonté d'un des éco-organismes agréés par l'État de facturer le coût des traitements aux chambres d'agriculture. Cela semble contraire à l'esprit du dispositif en vigueur, instauré par un décret de mars 2023, qui prévoit finalement le financement des coûts de transport et de traitement des pneus par les éco-organismes agréés. Un arrêté datant du 27 juin 2023 vient préciser, et je cite, « l'éco-organisme collecte sans frais et pourvoit au traitement des déchets des pneumatiques. Les éco-organismes ont, dans un premier temps, contesté devant le Conseil d'État l'intégration des pneus d'ensilage dans le dispositif. Ils ont été déboutés en mars dernier. Désormais, les éco-organismes considèrent que la gratuité ne s'applique qu'à la collecte et non au traitement. Ce faisant, l'éco-organisme qui opère sur le territoire ligérien a indiqué au cours du mois de mai qu'il facturerait à la Chambre d'agriculture le coût de traitement des pneus, et ce, à hauteur de 82 € par tonne. Ce différent de lecture a conduit à l'interruption des collectes pour l'heure sur ce territoire. Aussi, Monsieur le Ministre, j'aimerais savoir comment le gouvernement entend le dispositif mis en œuvre par le décret du 2 mars 2023 et très concrètement, quel est le périmètre de la gratuité et, le cas échéant, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour faire appliquer l'esprit du dispositif et accompagner la réalisation de collectes véritablement sans frais? Il me semble particulièrement important de soutenir ces processus de collecte, Monsieur le Ministre, qui entrent parfaitement dans une démarche d'économie circulaire. Monsieur le sénateur Tissot, vous avez interrogé ma collègue Agnès Pannier-Runacher sur la gestion du stock des pneumatiques usagés utilisés pour la couverture des fourrages, qui représentent un enjeu important pour les exploitants agricoles du fait de ces contraintes financières et opérationnelles. En outre, ces pneus présentent un risque environnemental avéré car ils se dégradent et peuvent être une source de pollution. C'est pourquoi la filière à responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques a imposé aux éco-organismes agréés des obligations spécifiques dans ce domaine. Ainsi, les éco-organismes sont tenus de collecter sans frais et de pourvoir au traitement des déchets de pneus issus d'opérations collectives d'ensilage organisées à la demande des organismes et syndicats professionnels agricoles. En 2024, les éco-organismes ont ainsi réalisé 15 opérations de collecte de ces déchets pour un total d'environ 11 200 tonnes. Le contrat type des éco-organismes destinés aux exploitants agricoles transmis et validé par les services de la ministre Pannier-Runacher ne prévoit pas une prise en charge payante de ces déchets. Toutefois, au regard de l'interprétation que les éco-organismes ont faite de la décision du Conseil d'État du 25 mars 2025 que vous mentionnez, les éco-organismes envisageraient effectivement de facturer le coût de traitement des pneus d'ensilage à la profession agricole dans le cadre du contrat type qu'ils proposent aux organisations et syndicats agricoles. Les services n'ont cependant pas reçu à ce jour de demande de modification de ce contrat type conforme à l'encadrement des filières REP. L'interprétation que souhaitent faire les éco-organismes de la décision du Conseil d'État de mars dernier met toutefois en lumière la nécessité de clarifier l'article L. 541-10 du Code de l'environnement afin de lever toute ambiguïté sur le respect du principe de reprise sans frais des déchets de pneumatiques d'ensilage dans le cadre des obligations de la filière REP. Les équipes de la ministre Agnès Pannier-Runacher sont à votre disposition pour assurer le suivi de ce dossier.